Donc on va se poser deux questions. Alors la question, ça va pas être aurons-nous les ressources pour... C'est comment l'écosystème est capable de s'organiser pour avoir assez de fibres et assez de personnes compétentes et formées pour tenir ce rythme dont on a parlé. Tout va bien? Il n'est pas piégé, hein? Non, il est OK. Pour tenir ce rythme, on va le dire sur l'hypothèse haute, de 5,3 millions de prises déployées par an. Voilà. Et alors si derrière on met aussi des abonnements, évidemment, parce qu'il y a aussi des commerciaux dans nos métiers. Mais restons sur la question du déploiement, voilà, qui est au cœur de ce sujet-là. On a bien saisi la taille du défi. Alors on va commencer avec Marc Leblanc, parce que effectivement, c'est pas de bras, pas de chocolat, pas de fibre, pas de réseau. Hein, donc est-ce que... Merci pour le raccourci. Est-ce que voilà, est-ce que Prysmian, donc est le premier fabricant de câbles et de fibres en Europe, et aussi avec ta casquette d'objectif fibre, voilà, qu'est-ce que ça implique et comment on se met en capacité de produire ces millions de kilomètres de fibres qui vont être nécessaires? Bonjour à tous. Je voudrais d'abord rappeler une petite chose, c'est que la fibre optique est un produit de haute technologie. C'est pas ce qu'on appelle une commodité. Donc ça ne s'achète pas, ou pas encore en tout cas, sur une étagère de supermarché. Pour fabriquer ces fibres optiques, il y a la nécessité de mettre en place des investissements qui sont très lourds, qui s'amortissent sur 8 à 10 ans. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des prévisions et des engagements très importants de la part de nos clients. Si on veut être capable de mettre les moyens en face des besoins, il est très important d'avoir des prévisions le plus fiables possible. Alors, ceci étant posé, quelle est la situation aujourd'hui? Il y a une situation de tension, c'est vrai. Il serait idiot de la nier. Je voudrais juste préciser que cette situation de tension, elle n'est pas que française, elle est mondiale. Et je vais vous citer un chiffre qui pour moi est très révélateur. Le marché 2018, en début 2017, donc si vous reprenez ce que j'ai dit il y a quelques instants, des investissements pour fabriquer des fibres optiques et des câbles, il faut compter un délai de mise en place entre 12 et 18 mois. Début 2017, le marché mondial était estimé à peu près à 430 millions de kilomètres de fibres. 6 mois plus tard, le même marché 2018 était juste estimé à 570 millions de kilomètres de fibres. C'est-à-dire qu'en l'espace de 6-8 mois, nos clients, enfin les clients au niveau mondial, ont juste modifié leurs prévisions de 35% et donc ont demandé aux industriels de fabriquer, dans le même délai, 130 millions de kilomètres de plus. À titre de comparaison, 130 millions, c'est à peu près 10 fois le marché français 2017. Donc il est bien évident que quand vous avez des prévisions comme ça qui explosent dans un laps de temps aussi court, ça crée une tension, et cette tension aujourd'hui, elle est effectivement mondiale. Alors comment on adresse ce point? Évidemment, toute la filière investit, et investit massivement. Quand je vous parle d'investissement massif, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros, pas uniquement Prysmian, bien entendu, puisqu'on n'est pas les seuls. Mais c'est des investissements qui prennent un certain temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, la problématique que nous avons tous collectivement, je dis bien tous, c'est d'arriver à échanger sur des besoins, sur des prévisions, sur une visibilité à plusieurs années et sur des engagements à plusieurs années. Tant que ce cercle vertueux qui a commencé ne sera pas complètement bouclé, on continuera de courir après le temps. En fait, aujourd'hui, c'est ça la problématique, on court après le temps. Nous, en tant que Prysmian, notre priorité, c'est d'essayer d'accélérer au maximum les investissements qui ont été décidés il y a plusieurs mois et qui se décident encore aujourd'hui, pour être capable de rattraper, pour être capable de réduire ce gap de temps entre les besoins exprimés par nos clients et le moment où nos investissements vont produire leur pleine capacité. La nature de ces investissements, c'est de l'acquisition de machines, c'est... Alors oui, la nature des investissements dans le domaine de la fibre et du câble, ce sont beaucoup des investissements machines, donc c'est du capital, c'est du CAPEX. Donc ce sont des demandes d'investissement aux actionnaires. Et évidemment, je suppose que tous, autant que vous êtes dans la salle, quand vous allez voir votre patron pour demander des investissements, il faut avoir un plan, il faut avoir des retours sur investissement. Donc le gros, ce sont des investissements en machines, effectivement, avec un délai d'approvisionnement de machines. Et puis il y a ensuite, effectivement, une partie ressources humaines
qui dans le domaine de la fibrerie et de la câblerie est sans commune mesure avec ce dont on va parler après sur les déploiements de réseau, hein, puisqu'on ne parle pas de milliers de personnes, hein, mais on va parler de dizaines, de quelques centaines de personnes avec des profils particuliers. Mais le cœur du problème, c'est le rythme auquel on va déployer les nouvelles machines et auquel on va déployer le CAPEX. De mise en œuvre, oui. Tout à fait. Et vous avez l'impression, là, ces derniers temps, que vos clients sont en train de revoir leurs prévisions à la hausse. Vous commencez à être éclairé là-dessus. Vous êtes toujours un peu dans cette position un peu à l'aveugle, parce qu'eux, ils n'ignorent pas vos contraintes, vous. Alors, donc, j'imagine que ça doit rentrer dans un plan pour eux. Bien entendu. Alors, je parlais tout à l'heure de cercle vertueux, et je suis très content de voir qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients ont compris ces contraintes et aujourd'hui nous donnent des prévisions à plusieurs années et sont même désormais prêts à s'engager sur des contrats pluriannuels. D'accord. Ce qui est une nouveauté, ce qui va dans le bon sens. Maintenant, la grande problématique que nous avons, quand nos clients viennent nous voir pour nous faire part de leurs besoins, c'est d'arriver à agréger ces besoins, de s'assurer qu'il n'y a pas de double counting, parce que l'idée, c'est pas non plus de fabriquer une capacité qui serait beaucoup trop importante par rapport aux besoins. Donc on est aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est vraiment dans cette phase d'analyse, mais avec nos clients, des besoins. Ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment très très important et je lance un appel aux clients qui ne nous auraient pas encore donné leurs prévisions. On ne peut pas faire ce plan d'investissement sans avoir des prévisions de votre part. C'est votre intérêt, c'est notre intérêt collectif à tous. Si on veut s'inscrire dans le plan très haut débit, ce qui est notre cas en tant que société, on s'inscrit dans ce plan très haut débit, mais il faut qu'il y ait un partage d'informations, que ces informations soient évidemment fiables et qu'elles soient sur plusieurs années. Rappelez-vous ce chiffre, des investissements dans l'optique, c'est minimum 12 à 18 mois. Donc aujourd'hui, début 2018, on investit. Les investissements qu'on va lancer aujourd'hui, ça sera pour 2020. Donc les investissements qu'on a faits pour 2019, ils ont été décidés il y a 1 an et demi. Voilà. Merci Marc. On reviendra vers vous pour parler de la question des métiers et des compétences dans le cadre d'Objectif Fibre. Mais je voudrais juste finir sur un signal quand même positif. Voilà, on est sur un des rares marchés en France qui se développe avec une croissance à 2 chiffres. Donc réjouissons-nous de ça et réjouissons-nous aussi d'avoir une filière industrielle en France qui est extrêmement puissante. Ça, je ne sais pas si l'assistance mesure ça, mais la filière française a été capable d'accompagner le développement du très haut débit jusque très récemment avec des ressources à quasiment totalité venant de France. C'est unique. La filière est extrêmement puissante. Elle a été très longtemps exportatrice. Désormais, elle se concentre principalement sur le marché français. Et cette filière française est reconnue, développe des produits, exporte son savoir-faire et continue d'investir. Donc voilà, on investit en France. France THD, c'est de la fibre made in France. Une bonne partie, oui. Super. Merci pour effectivement ce signal. Pascal Gouin, vous êtes directeur du campus numérique de Montereau. Montereau, c'est où? C'est dans Seine-et-Marne. C'est en Seine-et-Marne, oui. Vous êtes membre de la FIRIP et on souhaitait partager avec vous, justement, en tant que patron d'un centre de formation et à l'appui de l'Observatoire des emplois et compétences de la FIRIP. Regardez quels sont les besoins de la filière et puis surtout les problématiques qui se présentent aujourd'hui. On a parlé des POE, on va en parler plus en détail, et des POC, des POI, les POC, enfin, il va vous déminer tout ça dans le cadre de l'EDEC, qui vous donnera aussi l'acronyme. Mais voilà, la question d'aujourd'hui, est-ce que les entreprises ont les lieux, les ressources pour former? Et puis plus loin, vu les difficultés de recrutement de la filière, est-ce qu'il y a moyen effectivement de faire passer des gens du statut de demandeur d'emploi ou personnes en insertion dans le cadre du RSA, est-ce qu'il est possible de les transformer en nouvelles forces vives du déploiement des réseaux? Bien, bonjour à tous. Alors déjà, juste un petit trait d'humour, ça me fait penser, quand vous me parlez de l'emploi et de la formation, un petit peu à ce qu'on a vécu avec la neige dernièrement en Seine-et-Marne. On avait la neige qui est annoncée depuis 5 jours, 6 jours, et puis le jeudi elle est tombée et tout le monde a été bloqué. Et bien c'est un peu pareil dans ce secteur d'activité qui est un secteur porteur et en tension.
Je crois que c'est des mots forts, hein, puisque moi je suis dans la formation depuis plus de 35 ans maintenant, et particulièrement avec la création de ce campus numérique, avec le travail uniquement sur la partie donc télécom infrastructure, hein. Et c'est vrai qu'on entend le besoin grandissant. Ça fait déjà des mois, enfin, pour ne pas dire des années, puisque moi je suis adhérent depuis maintenant 4 ans à la FIRIP. Et aujourd'hui, on a un réel problème, c'est que les entreprises recrutent en masse, avec des besoins forts. On a, nous, centre de formation, et au travers de la commission emploi-formation de la FIRIP, parce que ça, c'est quand même un travail que l'on a mené aussi au sein de la FIRIP, travailler pour mettre un outil au service de la profession. Moi, je dis tout le temps, quand les entreprises viennent au campus, pas bienvenue chez nous, mais bienvenue chez vous, c'est votre outil. Hein, c'est pour ça que ça a été créé, c'est important. Et effectivement, aujourd'hui, la réelle difficulté qu'on a, c'est effectivement dans le recrutement, parce que les prescripteurs, alors Pôle emploi, les missions locales, on les connaît un petit peu tous, les maisons emploi formation, etc., n'ont pas connaissance ou une méconnaissance du secteur et des métiers sur lesquels on recrute. Je fais aussi la parenthèse entre le technicien d'intervention télécom qu'on pourrait appeler, mais il y a aussi des techniciennes. On parle du public féminin. Aujourd'hui, on ne nous oriente pas de personnes. Moi, je suis obligé d'aller... Les prescripteurs ne connaissent pas les métiers, donc ils ne peuvent pas les prescrire. Et ils passent totalement effectivement au travers, donc il n'y a pas vraiment de sourcing de ce côté-là. Alors on passe effectivement au travers, et moi j'ai fait une action où j'étais, parler haut et fort à la région Île-de-France en leur disant qu'il va falloir avant tout former ou informer les prescripteurs sur les besoins de la filière, les métiers, que ce ne sont pas des métiers exclusivement masculins. Il y a du public féminin, il y a une grande attente. Notamment, les opérateurs attendent beaucoup sur la partie raccordement client, notamment. Hein, c'est vrai que c'est des emplois forts. Et donc, il y avait ce premier point. Et puis, l'autre partie, si vous voulez, c'est après la mobilisation des moyens financiers. Parce que c'est vrai que la formation a un coût. Alors, moi, je me bats pour dire aussi que... transformons le coût de formation en investissement. Quand l'entreprise, elle recrute, elle investit. Et c'est pas pour voir partir la personne ou avoir un échec au bout de quelques mois. Donc, effectivement, il faut mobiliser les dispositifs pour pouvoir mettre ces personnes sur ce secteur. Alors, on sait bien que c'est pas un nouveau secteur, mais c'est un secteur qui se développe, qui est en tension. Il va falloir recruter. Moi, j'accueille dans le centre que je dirige, j'ai formé près de 600 personnes en 2 ans et demi. Vous voyez, sur 600 personnes, et sur les 600 personnes, il y avait 523, en chiffres précis, 523 demandeurs d'emploi, issus de la reconversion, demandeurs d'emploi jeunes et éloignés, public bénéficiaire du RSA, 110 personnes bénéficiaires du RSA formées et intégrées au travers des formations. Donc vous voyez, il y a quand même des choses fortes qui se font, mais il faut être accompagné. Et aujourd'hui, force de constater qu'avec la réforme qui est dans les tuyaux, vous avez tous entendu parler de cette nouvelle réforme où les financements vont migrer des OPCA via peut-être l'URSSAF ou une structure porteuse sur ces parties-là. En tout cas, les vannes sont fermées pour l'instant. Les POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collective, et POI individuelle. Alors, juste la petite parenthèse individuelle, on peut faire une POI individuelle quand on a moins de 5 personnes. Au-delà de 5, on fait une préparation opérationnelle collective. Alors, dans la salle, on connaît les entreprises aussi qui sont présentes. C'est souvent des grands comptes, des opérateurs, donc c'est effectivement des
des recrutements assez forts, où on crée des groupes complets. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse financière. Ça, c'est pas le complément financier qui vient de l'État, normalement. Pour l'instant, c'est fermé. Ouais, d'accord. Alors, moi, j'ai une entreprise qui a lancé une POEC avec le financement Pôle emploi, 50%, je le fais schématiquement. Normalement, le reste est pris par l'OPCA. Eh ben, c'est elle qui met la main à la poche. Pour l'instant, pour pouvoir, parce que le besoin pour répondre à la problématique, parce qu'il y a l'engagement du cahier des charges derrière qui tombe, etc., quoi. Donc c'est vrai que c'est un réel problème. Merci Pascal pour ce regard terrain. Gérard Lerénable, donc vous dirigez Innovance qui est un centre d'expertise sur les métiers du très haut débit. Une partie de votre travail consiste parce que je pense que c'est fait, à mettre en place un certain nombre de référentiels métiers. Comment vous analysez, vous, la situation à la fois du développement des compétences et de l'emploi sur cette filière du très haut débit ? Bon, alors déjà, dans la question, il y avait le problème de la compétence et des métiers. On sait que les métiers aujourd'hui sur lesquels il y a pénurie, ce sont les monteurs-accordeurs et les techniciens de réseau et services très haut débit, mais aussi les gens du bureau d'études, les conducteurs de travaux. Ça s'adresse à un public souvent qui part du CAP, BEP vers Bac plus 2. Donc il y a déjà là un éventail qu'on sait trouver. Alors Innovance dans tout ça, Innovance c'est déjà un espace d'écoute, d'analyse, de questionnement, mais aussi de réflexion, et qui prend en compte les situations et les relations complexes avec les entreprises. Et ça, dans cette partie de réflexion et de questionnement, ça nous a amené tout de suite, mais ça a déjà été dit dans la précédente table ronde, sur ce manque de main-d'œuvre, sur cette pénurie, comment former, etc. etc. Et comment on peut faire évoluer le système pour être à l'écoute des entreprises. Alors, évidemment, ça a déjà été abordé ce matin, tout de suite. Je crois qu'il y a un sujet qui est très inquiétant, déjà dans un premier temps, c'est le fait que devant l'offre qui est proposée, devant la quantité d'appels d'offres à répondre, je crains que certaines entreprises, et ça a été dit par Cyril Luneau, moi je le vis parce qu'en dehors d'être président d'Innovance, je suis aussi dans une entreprise qui est Scopelec, et donc on est un gros faiseur pour les RIP et le très haut débit. Aujourd'hui, j'ai peur que la capacité à faire passe en second plan. Parce que c'est facile, c'est pratique d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe et de céder à la volatilité de l'emploi. Mais ça le seul résultat qu'on connaît dans tout ça, c'est la détérioration du modèle économique. Cyril Luneau l'a dit, on va vers une augmentation de prix. Et ça, c'est une grosse crainte, très grosse crainte. Mais bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pensais pas que ça serait abordé de cette façon-là dans la table ronde précédente. Alors, pour contrer à cette dérive, déjà, dès 2014, Innovance avait été très active et visionnaire en proposant de coordonner, d'organiser et d'outiller les acteurs industriels et les acteurs de la formation pour résoudre les questions tant sur le sourcing que sur les référentiels de compétences et de formation. Ça, c'était ça aussi, Innovance, et pourquoi on était là. Et c'est bien dans cette logique, si vous voulez, que l'État, à travers le PIA, n'est-ce pas, voilà, a reconnu la pertinence du projet Innovance. Bon, même si aujourd'hui, on le sait, l'attribution de la subvention n'est pas forcément à la hauteur de nos espérances, il faut quand même reconnaître que le travail d'Innovance a été moteur. Et je dirais même un petit peu le poil à gratter de l'écosystème. Ça a suscité peut-être soit des vocations, mais aussi ça a fait bouger les choses. Donc ça, il faut le reconnaître, Innovance a été un moteur important dans cette chose-là.
Alors aujourd'hui, Innovance, qu'est-ce que c'est? C'est quand même 5 référentiels métiers, c'est 5 actionnaires publics, on a 17 actionnaires, 17 actionnaires privés, 5 actionnaires publics. Oh non, c'est le compte. Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. J'ai troublé, oui. Il a son papier, hein. Oui. Non, mais c'est parce que j'avais peur de me tromper, c'est pourquoi j'ai pris ça. Et on a 14 centres de formation. D'accord. 14 centres de formation. 14 centres de formation dans le réseau Innovance. D'accord. D'accord. Alors, quand je dis ça, je dis aussi qu'on a besoin de tous. C'est l'ensemble des acteurs qui comptent. On le voit bien, la FIRIP en premier lieu, qui fédère les entreprises, le Credo, qui réalise et veille sur les règles de l'art du métier, le groupe de travail Objectif Fibre, qui labellise l'offre de formation, Oui. et bien sûr Innovance, qui agit pour la mise en réseau de l'ensemble des acteurs tels que voulus par l'agence numérique. Ça, elle l'avait bien compris. C'est pourquoi cette coordination où on va trouver les solutions pour nos entreprises. C'est absolument ça, c'est important. Mais par contre, il faut, tout le monde l'a dit tout à l'heure, tout le monde parle à tout le monde, mais maintenant, ça va vite, ça bouge, il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble. C'est indéniable, c'est la seule façon d'y arriver. Ce qu'il faut savoir aussi dans le travail d'Innovance, c'est que demain, c'est quasiment déjà aujourd'hui. Donc, Innovance travaille sur les attentes en matière de connectivité et la transformation du métier. Donc, je pense que l'année prochaine, si on se retrouve ici à cette table ronde, on parlera peut-être de ça aussi, ce sera important. Voilà. Mais je dis, aujourd'hui, on a quasiment tous les outils. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour donner satisfaction à la profession. Et quand vous dites travailler ensemble, est-ce que c'est aussi organiser donc un réseau peut-être plus large, plus ouvert de centres de formation? Parce qu'on voit des régions qui sont attachées à créer un centre de formation ou un département qui dit moi je vais créer mon centre de formation chez moi parce que je viens de signer mon contrat, etc. Tout ça est un peu disparate. Non, alors qu'il faudrait essayer de rentrer dans une sorte de parcours de réseau, c'est-à-dire que les ressources de chaque lieu puissent bénéficier à ses voisins. Enfin, je le dis un peu naïvement, mais... Il y a ça, mais il y a aussi le fait vous le disiez tout à l'heure, de promouvoir le métier. Oui. Et de mutualiser peut-être des moyens pour assurer cette promotion. Voilà. Il faut pas qu'on travaille chacun dans notre petit coin, il faut qu'on travaille ensemble sur ces choses-là. Je crois qu'il y a un tel marché, il y a du travail pour tout le monde. Et c'est ensemble qu'on arrivera à... Parce que ça va vite. Hein. Quand je vois les chiffres, j'ai l'impression. 2020, c'est demain matin. Donc, on n'est plus au temps de se dire il faudrait qu'on se voit, passe-moi ton numéro de téléphone et puis on se fait une petite réunion pour en parler. Non. Il faut qu'on travaille maintenant, ensemble. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? C'est vrai que l'émiettement des initiatives n'est pas propice à la réussite. Alors la FIRIP peut servir effectivement peut-être de véhicule aussi de ce type d'initiative. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ces organisations doivent échanger et se parler parce que à la fois il y a des tensions sur le recrutement et à la fois il y a des centres de formation qui tournent pas à 100% aussi, il faut le dire. Justement, ça a été souligné tout à l'heure. C'est-à-dire que il y en a qui tournent à 200%. Il y a des plateaux qui ne sont pas complets, c'est dommage, quoi. Ouais. Mais je crois aussi qu'il y a un manque d'information, puis un manque il faut promouvoir la filière. Mais c'est le boulot d'Innovance. Nous, on y travaille dessus. Les témoignages qu'on a des différents centres de formation du réseau Innovance, quand je leur dis mais qu'est-ce qu'on vous a apporté, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de dire vous nous avez ouvert vers la filière, on sent qu'on peut travailler ensemble, on peut mutualiser. On ne se sent pas seul, et ça nous donne beaucoup plus de force. Des sujets, par exemple, Innovance va travailler sur les Olympiades des métiers. Mm-hmm. Mais dans les provinces, il va y avoir des qualifications. Les centres de formation d'Innovance travaillent sur ces qualifications. C'est une façon comme une autre de promouvoir le métier. C'est une façon comme l'autre de se faire connaître. Il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Ça marche, le message l'appel est lancé, le message est passé. Yvon Noël, côté région,
Donc la région, à l'époque, Basse-Normandie, a pris l'initiative effectivement de soutenir la construction d'Innovance, avec un objectif très clair de rayonnement national. C'est le rôle des régions que de structurer les filières et de faire le lien entre la formation professionnelle et l'emploi. Donc voilà, on est bien dans les chaussures. Un autre élément qui me paraît intéressant pour la région Normandie cette fois-ci, c'est qu'il y a un président de l'ARF qui s'appelle Hervé Morin, il y a un président de la commission TIC qui s'appelle Hervé Moret, et il y a un président de la commission formation qui s'appelle David Marguerite. C'est-à-dire qu'il y a 3 élus régionaux normands alors à la fois à la tête de l'ARF, mais sur les 2 commissions qui nous concernent au moment où on entre dans la réforme de la formation professionnelle. Alors, est-ce qu'ils en sont conscients? Ils vont. Oui, parce qu'ils m'ont maintenu comme directeur. Je plaisante. D'abord, un petit mot d'excuse, puisque Françoise Guégaud a dû s'éclipser, et donc j'ai l'honneur de la représenter. Donc voilà, vous pouvez me pardonner, parce que bon... la ressemblance est flagrante. La ressemblance est flagrante, ou alors l'opération est très réussie, j'en sais rien. Pardon. J'aime bien la métaphore de la neige, là, parce que finalement, et d'ailleurs Gérard Le Resnable vient de le redire, il y a 4 ans, je crois que même c'était ici, Sébastien, qu'on avait révélé le projet Innovance suite à une étude qui avait été conduite par la région Basse-Normandie et avec Manche Numérique à l'époque. Et donc, on était arrivé effectivement à qualifier, quantifier en même temps la filière avec les différents métiers, à dire que probablement en pic en 2019, il fallait au moins 25 000 ETP. Alors après, entre 40 000 et 25 000 ou 22 000, je ne sais pas trop, peu importe. On est peut-être entre les ETP et les emplois. Après, bon, après tout dépend ce qu'on compte, hein, il faut regarder ça. N'empêche qu'on avait annoncé la neige déjà il y a 4 ans. Et comme quand il y a la neige, il n'y a pas de plaisir, c'est bien connu. Du coup, on a un peu galéré. Alors, voilà, ça c'était un petit peu pour le propos liminaire. Il se trouve que les propos qui ont été tenus tout à l'heure concernant, on va dire, d'un côté la volatilité de l'emploi ou sa mobilité, c'est-à-dire que les installateurs qui s'échangent en fait les ressources humaines, qui fait que du coup ça conduit à une impasse, puisque ça conduit à une surenchère effectivement des salaires, et donc ça bouscule les modèles économiques. Quand vous avez à avoir un grand opérateur qui va demander à ses installateurs de faire 3 raccordements à la matinée, ou 6 raccordements par jour, enfin peut-être que c'est que 3 par jour, j'en sais rien, mais peu importe, n'empêche qu'à ce moment-là, peut-être que ça va être très très difficile de faire ces 5 millions de prises, évaluées, voilà, ça va être vraiment très très compliqué. Donc ça avait été identifié en 2014, lorsqu'on avait réuni un peu tout l'écosystème. Enfin, Antoine Darod avait réuni, puisqu'il m'avait confié cette mission-là à l'époque. Et donc, on avait regardé ça, et on avait identifié ce problème. On avait identifié donc la mise sous tension des modèles économiques, et le fait qu'il avait nécessité également de construire un référentiel commun. Et donc, l'idée de la mutualisation du travail en commun, et déjà avec les 4 aujourd'hui initiatives nationales qui sont Objectif FIP, Credo, FIRIP et Innovance, déjà il y a 4 ans, elles étaient nommées comme ça. Et 4 ans plus tard, finalement, on est maintenant un petit peu le dos au mur. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, les régions, forcément, et la région Normandie, du coup, a été active complètement sur cette question-là, puisqu'on fait un travail, effectivement, dans la région de France, notamment la commission numérique avec Hervé Moret. D'ailleurs, son animateur Jean-Philippe Berton, il était là tout à l'heure. Donc, on a présenté Innovance aux autres régions. D'ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est maintenant actionnaire d'Innovance. Hein, donc, on voit bien que les régions... on discute avec Pays de la Loire, on discute avec un certain nombre de régions là-dessus. Et effectivement, la région de Normandie s'est fait un peu le promoteur en fait, de cette idée, de ce principe, finalement, qu'il fallait travailler là-dessus. Cependant, c'est pas simplement que promouvoir un champion du Sud-Manche qui est devenu finalement par SMH successifs un champion national ou du moins une figure nationale. C'est aussi parce que la région a une stratégie. Alors c'est vrai que très tôt, la stratégie qui a été d'ailleurs dans la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique de 2010, à l'époque de la région Basse-Normandie, avait mis en avant le volet compétences.
Et ça, c'était relativement, on va dire, unique en France, d'avoir dans sa Scoran, en fait, finalement, un volet compétences. Pourquoi ? Parce que on insiste sans doute sur 3 points. D'abord, il faut aider l'écosystème et dans sa mission de développement économique portée par les régions et aussi de formation, il faut accompagner ce qu'on appelle les gestions prospectives des emplois et des compétences, et y compris les gestions prospectives des emplois et des compétences tout court, pour les entreprises évidemment, mais territoriales aussi, puisque c'est aussi à l'échelle d'un bassin de territoire. Parce que la mobilité des personnes, elle est aussi dans les territoires. Et le coût de formation, il est aussi finalement sur les déplacements et sur les coûts que ça représente. Et donc c'est pour ça que, y compris dans le projet là dont on est en train de discuter par rapport à la fibre optique, qu'on avait présenté à l'époque à l'État, et donc pour le PIA, effectivement, avec le projet Innovance, l'idée d'outiller finalement la France de grands plateaux techniques. Et il y en a un certain nombre. Parce que, bien sûr qu'on peut, on peut former un câbleur raccordeur dans un espace de 30 mètres carrés en simulant un réseau. Sauf que comment vous faites pour faire le travail en hauteur? Comment vous faites pour faire la colonne montante? Comment vous faites pour mettre en situation les futurs agents dans des réalités de terrain et de chantier où on est eh bien, sous la pluie, sous la neige, etc. Donc c'est important qu'on ait des plateaux techniques à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est important. Donc les GPEC avec un bon outillage de formation. La valorisation des métiers, on n'a pas été de le dire. Gérard Leresnap a parlé des Olympiades des métiers, et pour cause, c'est la Normandie, encore une fois, je suis désolé, qui cette année organise les nationales. Bah oui, commence par Caen, du coup. Et donc, les nationales sont à Caen. Alors, les régionales sont le 6 avril, là. Et donc, du coup, on travaille avec Innovance qui gère l'atelier, en fait, réseau, bien entendu, mais aussi pour les nationales. Et c'est vrai que, du coup, là, on a un vrai coup à jouer. Et ça, les Olympiades, c'est tous les ans. C'est tous les ans à l'échelon régional, à l'échelon national, à l'échelon européen, à l'échelle mondiale. Alors évidemment, à l'échelle mondiale, on est un petit peu en concurrence avec les Asiatiques qui font des trucs exceptionnels. Mais n'empêche qu'il y a un vrai enjeu de valorisation et de démontrer. Donc on aurait intérêt, du coup, à faire ce travail-là. Donc dans la valorisation des métiers, il y a un vrai travail. Et ça, lorsqu'on est une région, c'est vrai que pour nous, que ça soit pour la fibre optique, mais que ce soit pour tous les métiers, puisque dans notre stratégie dite de GPEC, on a réalisé, et de valorisation, on réalise aujourd'hui avec les branches, IEML, la branche hôtelière, la mode, enfin un certain nombre, tous les secteurs d'application aujourd'hui qui vont se numériser, ce sont des métiers qui se numérisent tous en ce moment. Eh bien, il faut travailler sur ces gestions prospectives d'emploi et des compétences, sur les compétences, les nouvelles compétences numériques. Il y a des compétences dans les métiers aujourd'hui qui sont en obsolescence et d'autres qui sont en émergence. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective. Et donc, je finis bien par ce 3e point, donc GPEC, valorisation et prospective, et y compris, et c'est là dans la stratégie originale peut-être de la région Normandie qui a posé, qui est double, c'est-à-dire à la fois moderniser l'outillage de la formation, l'outil de formation, c'est-à-dire on parlera de multimodalité en formation, on parlera d'intégration du numérique dans les processus de formation. Bien entendu, aujourd'hui, le service après-vente de la formation peut très bien se donner par une vidéo YouTube, des choses comme ça, pour reprendre des gestes, mais vous pouvez aussi utiliser des outils de réalité augmentée ou de réalité virtuelle pour pouvoir, donc du coup, faire cette formation-là. Et je ne vois pas pourquoi, et c'est déjà fait par un certain nombre d'opérateurs, c'est déjà expérimenté par pas mal d'opérateurs de formation, y compris des opérateurs industriels, d'utiliser ces outils-là, notamment dans la navale, mais ailleurs, etc. Et donc, il faut mettre le numérique dans la formation, mais il faut faire la formation numérique aussi. Et la formation numérique, c'est donc le 2e aspect. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi, notamment avec cette question de prospective des métiers, cette fois, et qu'on respecte bien cette idée qu'il y a un continuum en fait entre l'emploi et la formation qui s'appelle emploi, donc des métiers, donc des compétences, donc de la formation, qui du coup est l'outillage ultime qui permet en fait d'amorcer toute cette chaîne. Et donc, si on décrit bien les emplois dans les entreprises, il faut bien décrire les métiers, il faut bien proposer les référentiels de compétences, et ça, c'est le travail d'Innovance, effectivement,
en réseau et qui doit pouvoir s'ouvrir à tous les centres de formation, évidemment, parce que ce travail en réseau est extrêmement porteur finalement et rompt les isolements. Là, je discutais hier après-midi avec un centre de formation qui a dit mais on était tout seul, on croyait qu'on était tout seul et on a découvert Innovance et là ça nous a ouvert toutes les portes. Donc je pense que ce témoignage est intéressant, mais c'est vrai ailleurs. Et l'outillage de la formation. Alors l'outillage de la formation est du domaine de la concurrence. Quand on travaille sur les compétences, on devrait être dans un domaine de mutualisation. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, le dispositif région, en tout cas, qu'on peut témoigner, entre les POE, les POEI, les POEC, nous, on a un dispositif qu'on appelle Forem, qui est Forem, c'est une formation, un emploi, qui fait que, dans des conditions de temps horaire, hein, évidemment, entre Pôle emploi et la région, il y a une sorte d'organisation, une sorte de Yalta, en fait, une certaine manière de financement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la région, du coup, qui va financer, à partir du moment où il y a une entreprise qui dit « mais moi, j'ai tant de formations », donc on agrège pour faire des sessions minimales. Donc, dans notre appel d'offres qu'on envoie auprès des organismes de formation, on leur dit « qu'est-ce que vous proposez ?» à la fois pour mettre du numérique dans la formation, des formations numériques, et en particulier sur la formation de la fibre optique. Et donc c'est par ces mécanismes-là qu'on arrive finalement, parce qu'effectivement, sous fond de réforme territoriale, et je termine, de réforme territoriale aussi, mais sous forme de réforme de la formation professionnelle, malheureusement, et là vous l'avez dit tout à fait très bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme, même si elle est très très bonne et excellente, mais là je ne porte pas de jugement de valeur. Je dis simplement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme, eh bien, il y a une espèce de temps de latence, c'est comme pour les réseaux, il y a un problème de latence, et cette latence, en fait, fait que du coup, on a du mal à financer. Alors, peut-être que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a affaire qu'à un seul financeur, sauf que, mais un financeur institutionnel, c'est bien, sauf que c'est des personnes, et tout à l'heure, Nathalie Diran parlait, elle est partie, de l'aspect humain des choses, mais c'est pareil dans la formation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir un financement de formation, on s'adresse à des personnes. Donc il faut reconstituer le réseau, il faut reconstituer la façon dont on va pouvoir, in fine, financer cette formation. Et ça se fait par un réseau humain. Et c'est là aussi que cette mutualisation aurait des bénéfices extrêmement intéressants. C'est que du coup, parce que l'effet réseau, c'est aussi finalement la connaissance de chacun. Et quand on ne connaît pas la personne cible, on connaît peut-être la personne qui connaît la personne cible. Et ça, c'est super important. Merci beaucoup Yvon. Le mot de la fin sur ce sujet au président d'Objectif Fibre, Marc Leblanc. Donc aujourd'hui, sur cette stratégie groupée, hein, où on en est, enfin, on a l'impression qu'il y a des bonnes volontés absolument partout. Donc c'est quoi la prochaine étape ? Alors pas se poser tant la question de qui peut être chef de file, mais qu'est-ce qu'on peut apporter chacun au moulin. Côté Objectif Fibre, c'est quoi l'objectif par rapport à ça justement ? Déjà, l'objectif, ce serait que quand on aura résolu les problèmes de tension sur les câbles, qu'on ait des gens pour les poser, parce que sinon, là, je pense qu'on aurait tout gagné. Ouais. Non, trêve de plaisanterie. Objectif Fibre est... Très rapidement que je présente Objectif Fibre. Objectif Fibre est une plateforme, en fait, qui est constituée de 5 fédérations, dont la FIRIB, dont 2 fédérations d'installateurs, dont la FFT et la Fédération des équipementiers télécoms. Donc c'est une plateforme qui regroupe la plupart des intervenants dans les déploiements de ces réseaux optiques. Et l'objet d'Objectif Fibre, c'est de faire en sorte que ces réseaux soient déployés de façon homogène dans les délais du plan THD. Donc à cet égard, on travaille sur un certain nombre de sujets. On a 4 grands sujets. Un qui concerne l'échange des guides, l'échange de bonnes pratiques pour être sûr que ces réseaux vont être homogènes et interopérables. Un qui concerne la formation. Un qui concerne la normalisation et un qui concerne la communication. En termes de formation, on est tous d'accord sur le constat qui est qu'il faut former des gens. Alors est-ce que c'est 20, 25, 30, 40 ? Je pense qu'on n'est pas là pour ergoter sur le nombre de personnes. Donc il faut former des gens. Il faut les former dans des centres de formation qui vont avoir tous, comme vous le disiez très bien, un minimum d'outils techniques qui sont le reflet de ce qu'on trouve sur le terrain. Et c'est l'objet de l'action d'Objectif Fibre qui s'attache en fait à labelliser des plateaux techniques pour s'assurer que ces plateaux techniques ont bien les éléments techniques requis pour conduire les formations ad hoc. Mais je pense que le vrai problème, une fois qu'on a posé le diagnostic, il est d'attirer des talents dans ces centres de formation. Il y a une demande, il y a l'outil,
Les outils existent. Ce sont ces centres de formation, avec des formateurs, avec des matériels. La grande problématique que l'on a, je pense, c'est d'attirer des talents pour suivre ces formations. Que ce soit des personnes en recherche d'emploi, des étudiants qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et ça fait l'objet justement de cet EDEC qui a été signé en 2016. Il y a un volet très important dans cet EDEC et malheureusement qui est ce volet sur la communication qui a du mal à démarrer. C'est que tant qu'on n'arrivera pas à faire connaître ces métiers, on aura du mal à former des gens. Donc tous autant qu'on est là autour de cette table ronde, on a un objectif commun, on a un objectif partagé. Il est, à mon avis, aujourd'hui prioritaire de trouver les moyens de faire connaître nos métiers et d'attirer des talents dans ces centres de formation, qui fassent partie de l'innovance ou pas. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on soit au-delà de ces débats. Donc voilà, nous, en tout cas, au niveau d'Objectif Film, notre contribution aujourd'hui, elle est autant dans la labellisation de ces plateaux pour être sûr que ces plateaux techniques aient tous un niveau minimum, mais on s'attache maintenant aussi et surtout à travailler sur cet aspect communication en liaison avec tous les signataires de l'EDEC. Alors, l'EDEC est une structure qui peut paraître quelquefois assez lourde, mais voilà, aujourd'hui, c'est un outil qui existe et il faut en profiter. Et je finirai par un bon exemple, c'est qu'on a participé au mois de février au Mondial des métiers qui s'est passé à Lyon, qui est une manifestation, une des plus grandes manifestations en France, si ce n'est en Europe, sur la présentation des métiers. Voilà, et les signataires de l'EDEC ont voulu participer à ce Mondial des métiers justement pour faire connaître ces métiers à des jeunes, à leurs familles, à des personnes en recherche d'emploi ou de réorientation. Et j'ai été très frappé, mais je devrais pas, puisqu'on est quand même le pays des schizophrènes. En France, tout le monde veut la fibre, tout le monde trouve ça génial, mais tout le monde pense que la fibre, elle tombe du ciel et qu'elle arrive chez vous. Juste à côté de la prise électrique. Et j'ai été très frappé de la méconnaissance vraiment de ces métiers. Et donc là, il y a vraiment un effort à faire très très important, mais qui doit aussi être fait au niveau de l'éducation nationale, très certainement, pour faire connaître ces métiers. Voilà, aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont inconnus, ou très peu connus. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des travaux en commun à mener. Merci. Inconnu à ce point-là ? Méconnu. Méconnu. Ouais, méconnu. C'est plus ça, méconnu. Et le fait qu'ils soient effectivement parfois perçus comme des métiers liés aux travaux publics, à l'extérieur, etc., c'est des choses qu'il faut savoir vendre à un moment donné. Oui, mais ça n'en est pas moins des métiers nobles. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un concours du meilleur ouvrier de France en épissure Olympiade. C'est les Olympiades ? L'Olympiade. Alors, je ne peux pas me souvenir, mais je sais que la France a été lauréate à des niveaux quand même importants. D'accord. Oui, tout à fait. Eh bien, ça, on ne le sait pas. Et c'est dommage. Super. Un dernier mot, Pascal, peut-être ? Oui, moi je te sentais tenté. Ouais. Je voulais juste rebondir effectivement sur les propos de Marc et ce travail aussi de mutualisation des moyens et un représentant de la région, c'est combien la formation professionnelle et l'investissement coûtent cher. Je pense que dans ce plan d'investissement sur les centres de formation, au travers de la commission emploi, formation, FIRIP, etc., on a mis les moyens sur les centres qui sont d'ailleurs référencés. Et aujourd'hui, pour abonder à avoir du public et qui émane aussi de l'éducation nationale, parce que c'est un peu chasse gardée. Il faut quand même chacun garde un petit peu ses ouailles dans son panier. Il y a des centres d'appui avec des infrastructures qui sont onéreuses. On a investi beaucoup pour être qualifié Objectif FIP, plateau, effectivement. Et c'est vrai que si on mutualisait, ce serait aussi une facilité d'abord de faire découvrir un nouveau secteur. Je sais que dans l'éducation nationale, dans les bacs pro-ELEC, aujourd'hui, il y a à peu près 15 jours d'initiation fibre qui arrivent sur les métiers. Quand j'entends que des établissements vont acheter une soudeuse
ou avec une dotation, etc., sur 15 000 ou 20 000 euros, c'est quand même un peu dommage. On pourrait, à la limite, utiliser l'outil qui est déjà en place. Et il y en a suffisamment maintenant sur le territoire pour pouvoir aussi rayonner sur cette partie-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Mutualiser aussi... aussi les équipements, aussi ces investissements qui ont été réalisés par les acteurs de la formation. Merci à tous les quatre. On peut les applaudir.